culture, le livre et la tech, idbooks.com, et je suis aussi conseil auprès des éditeurs pour leur stratégie de communication et de marketing, et j'ai le plaisir d'animer cet atelier qui va être, je pense, assez riche. On innove à Creative Book en créant les bulles métiers en partenariat avec l'Asfored. L'objectif, c'est de faire un format très court dans lequel vous allez avoir le maximum d'informations. Et aujourd'hui, c'est Claire Janté que j'accueille, qui va vous parler, donc qui est responsable de projets professionnels, master édition, multisport, c'est ça, hein, Livre audio et podcast. livre audio et podcast. Et nous allons parler pendant 15 minutes justement du métier, des métiers sur le livre audio et le podcast. Et Claire va donc vous éclairer de façon très très rapide. On essaiera de garder 1 ou 2 minutes pour des questions. On va commencer tout de suite. Donc déjà Claire, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et comment vous êtes arrivée sur le livre audio et sur le podcast? Après une licence de lettres et d'histoire à la Sorbonne, j'ai intégré le master métier de l'édition à Paris 4, qui à cette époque était 6 mois de cours et 6 mois de stage. Et à ce moment-là, moi j'étais surtout intéressée par l'édition numérique, par tout ce qui est multimédia. Et j'ai effectué mon stage de fin d'études de Master 2 aux éditions multimédia de la BNF, donc Bibliothèque nationale de France. Donc je travaillais sur des sites internet qui mettaient en valeur la littérature française à travers les siècles, à partir de documents numérisés pour Gallica. Donc j'étais plutôt sur du rédactionnel et de l'iconographie. Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la BNF. Voilà, c'est ça. Et une intégration pour le web. J'y suis restée après mon stage de fin d'études. Et puis un poste s'est ouvert chez Audiolib, qui est donc une maison d'édition spécialisée dans le livre audio qui appartient à Hachette. C'était un poste d'assistante éditoriale avec un volet de suivi de production audio et un volet de suivi de la distribution numérique. Parce qu'à l'époque, tout était fait en interne chez Audiolib. Et donc, je suis rentrée chez Audiolib à l'automne 2017 et j'y suis restée pendant 7 ans. Et puis à la fin, voilà, j'étais éditrice et responsable de production avant de décider de devenir indépendante et donc toujours éditrice spécialisée dans le livre audio. Autre chose je suis actuellement je suis arrivée chez Audiolib sans connaître le livre audio parce qu'à l'époque, il était rare que des jeunes de moins de 25 ans écoutent du livre audio. On était en 2017, alors qu'aujourd'hui, lors des recrutements, il est attendu que ceux qui postulent écoutent des livres audio. Et donc aujourd'hui, vous êtes indépendante. Oui. Et en quoi consistent vos missions? Comment vous assistez? Aujourd'hui, je fais du suivi de production, par exemple pour des boîtes à histoire jeunesse comme Toonies. Je mets en page des scripts, je peux faire une révision de traduction, participer au choix du casting. Et j'accompagne aussi des maisons d'édition indépendantes pour lancer leur propre collection de livres audio. Ça, je fais ça en partenariat avec une autre personne. Et là, on vient de lancer la collection audio des Pérégrines, qui est une maison d'édition indépendante qui existe depuis 25 ans à peu près, avec une collection sciences humaines. Le premier titre, c'est Voir sans voir de Célina Mills sur le fait d'être malvoyant. Et le deuxième, c'est Petit éloge de la médiocrité de Guillaume Meurice. Parfait. Donc ce métier, il est en constante évolution. Ça fait quand même longtemps que vous œuvrez dans cette chaîne de production qui est la chaîne de production du livre audio notamment. Quelles sont les contraintes et les défis aujourd'hui que vous constatez par rapport à vos activités et à la mutation qui s'opère? Je dirais que le premier défi, c'est suivre toutes les évolutions du marché parce que, mine de rien, en 2017, le livre audio était relativement peu connu. On disait toujours que c'était pour les malvoyants, etc. Donc, il y a eu un grand travail de pédagogie. Le confinement a aussi incité beaucoup de monde à tester le livre audio. Mais mine de rien, il y a une évolution au niveau des goûts. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup la littérature, le polar et le bien-être type méditation. Et aujourd'hui, il y a un public plus jeune qui aime beaucoup la science-fiction, la fantasy, la romantasy. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux goûts. Et en contrepoint, par exemple, des sujets comme l'écologie ou le féminisme, qui sont quand même des sujets d'aujourd'hui beaucoup traités dans la presse, font souvent des bides à l'audio. Donc on peut être vite surpris. Et parmi les autres défis, c'est toute l'évolution, je dirais, un peu technologique avec des nouvelles plateformes qui se lancent, comme Spotify il y a 1 an, des nouveaux formats d'abonnement. Puisqu'avant, c'était essentiellement soit un achat à la carte, donc on achète un titre comme on irait acheter un livre en librairie, soit un abonnement qui donne le droit à un titre par mois,
Alors que maintenant, avec Spotify et d'autres plateformes comme Nextory, les gens ont le droit à 12 heures d'écoute dans le mois, donc ils vont aller écouter 2 heures d'Amélie Nothomb, 10 heures du Seigneur des Anneaux et puis 2 heures de méditation. Donc voilà, c'est difficile en fait d'imaginer ce qui peut fonctionner. Et comment on se tient au courant justement? Comment on fait sa veille par rapport aux tendances qui émergent? Je pense que c'est quelque chose qui est assez important quand on fait ce genre de métier qui évolue et qui se repense. Je trouve que la première veille à faire, c'est suivre le secteur du livre de manière générale. Quelles sont les bonnes ventes? Qu'est-ce qui est mis en avant en librairie? Qu'est-ce qu'on voit à la FNAC, par exemple, si on habite proche d'une FNAC? Parce que souvent, les tendances du marché print se retrouvent sur le marché audio. Ensuite, on peut aussi faire un petit peu une veille sur le marché étranger, parce qu'il y a quand même énormément de traductions de l'anglais. Donc ça peut être intéressant d'aller voir un peu les meilleures ventes, même juste sur Amazon en langue anglaise. Et ensuite, pour la veille plus à nouveau technologique, LinkedIn est vraiment très efficace. Je dirais que depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, les gens sont progressivement partis. Et sur LinkedIn, voilà, si on se met à suivre le dirigeant de Nextory, le dirigeant de BookBeat, la page Spotify Audiobook, on peut vraiment accéder à beaucoup d'informations. Et ensuite, il reste tous les médias professionnels français, e-books, Actualité et Livre Hebdo pour compléter. Parfait. Quel type de compétences il faut acquérir pour travailler dans le livre audio? Et quels sont les différents métiers? Parce qu'il n'y a pas, quand on travaille dans le livre audio, il n'y a pas un métier, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Déjà, le livre audio, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans l'édition, donc il y a toujours ce rapport au texte, la sensibilité au texte qui est important. Mais en plus, il faut avoir une culture sonore. Il faut quand même avoir l'habitude d'écouter des livres audio, du podcast, la radio, ou si on aime aller au théâtre, mais avoir un peu une sensibilité au rythme et savoir qu'est-ce que c'est vraiment un livre audio et pas confondre par exemple avec un dramatique de radio. Et au niveau des métiers, alors côté vraiment maison d'édition, on va mettre de côté la personne qui dirige la maison d'édition qui a vraiment un rôle transverse. On a souvent une personne qui est chargée d'acquérir les droits. Parce que si vous voulez, les droits audio, c'est comme des droits poche. Donc, par exemple, Audiolib va acheter les droits du dernier roman de Stephen King à Albin Michel. Donc, il va y avoir une personne qui va être chargée de faire les offres d'achat et le suivi de contrat. Ensuite, il va y avoir un pôle qui va être du suivi de production, qui vont donc être les éditeurs ou réalisateurs audio, qui eux vont répartir les différents projets auprès des studios, choisir les castings, préparer le texte avant l'enregistrement, se rendre en studio aussi pour la première séance, veiller au planning et enfin réceptionner les fichiers MP3, vérifier que tout est OK et puis envoyer soit en fabrication, parce qu'il y a encore une fabrication CD, soit dans des entrepôts pour la distribution numérique. Donc voilà, et ensuite après il y a toujours un département marketing, communication, relations, librairie, s'il y a encore une production CD. Et ensuite par contre on peut aussi penser au volet studio de production, où là on sort évidemment on va dire du champ purement éditorial. Bon, on peut être ingénieur du son, on peut être directeur artistique, donc en général cette personne a quand même une connaissance un peu technique, mais surtout elle va guider le comédien, le reprendre sur sa prononciation, sur la tonalité, le rythme. Et ensuite, dans les studios, quand ils commencent à grandir, souvent, ils ont un ou une chargée de production, qui est la personne justement qui va faire le lien entre l'éditeur et le studio, appeler le comédien, faire l'administratif avec lui, toutes les déclarations. Gérer le narrateur. C'est ça. Donc en fait, on peut être, c'est pas du tout le même métier, mais on peut être soit d'un côté éditeur en maison d'édition, mais on peut être aussi chargé de production en studio. Ok. Est-ce que vous craignez l'arrivée de l'IA? Est-ce que votre métier est en danger là? Tout à l'heure, je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à la conférence sur l'IA où justement on parlait du clonage de voix, du vol de voix, etc., etc. Est-ce que vous craignez l'arrivée de l'IA et comment vous voyez cette nouvelle déferlante, parce que c'est une déferlante au sens propre du terme. Oui, c'est le mot que j'allais employer, qu'on n'aurait pas employé il y a 2 ans, parce qu'effectivement, avec les voix clonées, il y a un progrès assez extraordinaire, parce que le grain de la voix est quand même plus agréable que les voix de synthèse. Après, au niveau des intonations, on est loin de la finesse d'un comédien. Donc, je dirais que tout le monde est prudent, tout le monde fait des tests pour voir un petit peu aussi où on en est.
moi, j'imagine qu'il y aura un marché à deux vitesses dans le sens où l'utilisation de voix clonées va se développer et va être utilisée soit par des auteurs indépendants, soit pour enregistrer des textes type un guide du marketing, comment devenir meilleur de je ne sais pas trop quel domaine, etc. On va dire des textes assez courts où il n'y a pas de dialogue, où une voix clonée peut avoir un résultat correct. Et de l'autre côté, des éditeurs qui vont continuer, des productions avec voix humaine. D'ailleurs, il y a un label interprétation humaine qui a été mis en place, donc que les éditeurs posent sur leur couverture. Et peut-être qu'ils vont aussi aller plus loin, dans l'habillage. Peut-être qu'au lieu de faire une seule lecture avec un comédien qui interprète tout le livre audio, on prendra 2 ou 3 comédiens, ce qui se fait un peu, mais pas tellement, parce que ça demande plus de préparation, plus d'organisation et ça peut être plus cher. Donc voilà, peut-être qu'il y aura comme ça un marché qui va s'installer à deux vitesses, mais ce qui est important surtout, c'est que les contenus soient référencés comme étant de l'IA. Ça, c'est vraiment l'enjeu, que la personne qui écoute soit au courant que là, c'est de l'IA, là, c'est un humain et qu'il puisse faire son choix. Et il y a des métiers qui risquent de disparaître dans l'audio? On espère que les comédiens vont rester. Oui. Je sais que les ingénieurs du son utilisent l'IA dans leur logiciel. Ça peut leur faire gagner du temps au niveau du montage et du mixage. Mais comme il y a de l'IA dans Photoshop et dans tous nos téléphones, quand on prend une photo, donc là, ça peut être utile. Après, la question de la préparation du texte, par exemple de baliser des mots en langue étrangère, des acronymes, etc. Aujourd'hui, c'est des éditeurs qui le font. Peut-être qu'un jour, ce sera une machine. Est-ce que la Sforette propose une formation au livre audio? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour les gens qui voudraient se reconvertir ou aller vers d'autres horizons? Depuis septembre de cette année, la Sforette propose un Master 2, donc livre audio et podcast, avec en alternance 4 jours en entreprise et une journée de cours, puis de temps en temps il y a des sessions de 3 jours de cours, et c'est hyper spécifique, vraiment tous les cours sont axés sur marché du livre audio, marché du podcast, initiation au montage, au mixage. Il y aura aussi enregistrement de leurs projets avec l'école SAE, des cours de droit dédiés au livre audio et au podcast, du marketing, et c'est une petite promotion. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils doivent produire une maquette de livre audio et un petit podcast promotionnel, donc il y a une application pratique. Parfait. Alors, pour faire du podcast, parce qu'on a cette bulle métier, c'est livre audio et podcast, est-ce qu'on a besoin d'avoir les mêmes compétences ou il faut se former différemment? Je dirais que le podcast est d'abord lié beaucoup aussi à l'univers du journalisme, mais tous les podcasteurs ne le sont pas, et que c'est aussi qu'il y a beaucoup d'indépendants qui se sont emparés du format podcast sans être ni journalistes ni auteurs, qui se sont formés aux prises de son et qui ont développé leurs produits eux-mêmes, et que pour travailler dans le podcast, il y a plusieurs voies d'accès. Après, il faut savoir que le modèle économique du podcast repose beaucoup sur la publicité. Disons que le marché n'a rien à voir avec le marché du livre. Autant, si on connaît le marché du livre imprimé, je pense qu'on peut comprendre assez facilement le marché du livre audio. Le podcast, ça peut être aussi bien du podcast de radio qu'un studio indépendant, que du podcast de marque pour Chanel. Donc finalement, des univers très différents. Et peut-être qu'il faut avoir plus de compétences rédactionnelles, je pense, que dans le livre audio. Que dans le livre audio. D'accord. Si quelqu'un dans la salle a envie de travailler dans le livre audio, dans le podcast, quels sont vos conseils, les bonnes questions à se poser avant de se lancer? Déjà se demander à quel point on aime écouter des histoires, et aussi justement la question du travail du texte en fait en livre audio. Le principe d'un livre audio, c'est quand même d'enregistrer un texte qui existe, peut-être qui n'est pas encore paru en forme, imprimé chez Albin Michel, mais qui est en pré-presse. Mais donc le texte est déjà terminé, travaillé par un autre éditeur. Nous, quand on le reçoit, on le prépare pour l'enregistrement, et c'est très sympathique de travailler avec un comédien, mais par contre on ne retravaille pas le texte. Et donc si l'envie d'être éditeur c'est de travailler avec un auteur, de travailler le texte, il ne faut pas aller vers le livre audio. Après il faut aussi savoir que c'est un petit milieu, et que il faut peut-être pas hésiter à commencer par un studio de production. Après on ira côté maison d'édition, ou commencer un peu vers la com et rebasculer, voir là où il y a une petite place. Ok. Alors, on a respecté nos 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Quelque chose de plus... Oui? Ah oui, mais oui.
De toute façon, ça reste subjectif, hein. Mais c'est uniquement des comédiens professionnels. Les maisons d'édition qui existent depuis une dizaine d'années ont, on va dire, une liste de comédiens qui ont déjà enregistré pour eux au catalogue. Les studios d'enregistrement reçoivent des candidatures, donc ils font aussi des propositions. Après, il peut y avoir des demandes spécifiques des auteurs, parce qu'ils ont un ami comédien ou qu'ils ont aimé machin bidule truc dans une série, par exemple. Et le casting, la majorité du temps, est fait sur texte. On fait passer 2 ou 3 personnes sur le même extrait, justement, pour vraiment faire le choix. En tout cas, moi, je peux vous dire que quand j'étais chez Audiolib, il y avait parfois des sérieux débats, parfois une évidence. Et puis aussi, régulièrement, l'auteur demande à valider. Donc, parfois, c'est davantage le goût de l'auteur que du goût de l'éditeur. Et ensuite, il y aura encore peut-être un autre avis de la part du lecteur. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. On a une conférence, on va parler de ça demain là-dessus. Mais oui, on peut répondre, mais on a une belle table ronde sur la Gen Z, justement, les jeunes lecteurs, le livre numérique, audio, etc. Mais je vous invite à venir demain. Oui. Eh ben, on y croit beaucoup déjà pour des jeunes qui ont des difficultés à lire. Le livre audio peut être une passerelle et c'est utilisé par certains professeurs et dans des bibliothèques ou des CDI. Et puis aussi, on constate par exemple chez Spotify que comme ils ont beaucoup... Au départ, les gens s'abonnent pour de la musique sans pub. Maintenant, ils ont aussi accès à 12 heures de livre audio. Et donc, il me semble qu'à peu près la moitié des auditeurs de livre audio via Spotify ont entre 18 et 34 ans, ce qui est assez inédit. Donc, c'est ce qu'on appelle la Gen Z. Et il y a pas mal d'initiatives aussi qui sont prises, notamment le prix du livre audio des lycéens, etc. Donc, il y a quand même des initiatives qui amènent un peu les jeunes à la lecture de façon différente. D'après des témoignages, oui. En tout cas, le livre audio cannibalise pas les autres formats. Parce que des fois, il y a cette crainte auprès d'éditeurs papier. Mais, et les sondages disent aussi qu'en général, les gens qui écoutent des livres audio sont des grands lecteurs. Ils vont aussi lire sur liseuse ou sur papier. En fait, ils vont varier selon les moments. Ou un révélateur. Ouais. Ça agit aussi en révélateur. Oui. Une autre question? Monsieur? Alors, pour le format CD qui existe encore, mais qui est quand même assez coûteux à produire, en général, les éditeurs sont affiliés à des gros groupes. Donc, par exemple, Audiolib, Hachette utilise le réseau de distribution Hachette. Écoutez Lire, Gallimard utilise le système Gallimard, etc. Et pour le format numérique, à ma connaissance, en France, il existe 3 principaux distributeurs. Hachette Distribution, qui propose son service à des éditeurs tiers pour l'audiobook. Eden, donc la plateforme avec Madrigal qui propose les mêmes services, et Bookwire, qui est un distributeur allemand d'e-book et d'audiobook et qui a une équipe à Paris. Une dernière question où vous avez toutes vos infos. Est-ce qu'on a réussi notre challenge de 15 minutes? Vous avez toutes les infos qu'il vous faut? Super, je vous remercie. Je pense qu'on peut applaudir Claire pour d'avoir relevé le challenge des 15 minutes. Merci beaucoup et puis bon salon.